Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons parler ce soir de la Poste et des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec la première responsable du secteur. Elle est jeune, douée et de surcroît ravissante. Et on dit d'elle qu'elle est très déterminée. C'est la ministre de la Poste et des TIC, et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et elle s'apprête d'ailleurs à célébrer sa première année à ce poste important pour notre économie. Houda Iman Faraoun, bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence ici. Je ne sais pas par quoi commencer, tellement votre secteur est grevé quand même de beaucoup d'espérance, mais aussi beaucoup de difficultés. Et en même temps, il est scruté par beaucoup de monde. Alors, on dit de vous que vous êtes forte et déterminée, mais en même temps, par certains côtés, vous me paraissez fragile devant tout ce nombre de difficultés à résoudre. Alors, on va commencer ce débat par la Poste, avant d'aborder le dossier des nouvelles technologies. Et je voudrais vous faire réagir à une actualité. Il y a quelques jours, je lisais encore dans la presse, la Direction générale d'Algérie Poste fait actuellement face à une protestation de la part des syndicats. Que se passe-t-il à ce niveau-là, au niveau de la Poste ? Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre invitation. Faites bien de commencer par la Poste parce que c'est le volet du secteur qui me préoccupe le plus et par rapport auquel je voudrais faire le plus. Effectivement, j'ai vu, tout comme vous, avec étonnement ce qui s'est dit un peu dans la presse concernant des soi-disant protestations au niveau d'Algérie Poste. Il se trouve qu'il n'en est rien. On n'a pas de protestation à Algérie Poste. Les employés d'Algérie Poste, c'est des gens très sereins avec lesquels je discute très souvent. C'est vrai qu'il y en a quand même un peu plus de 28 000, donc il peut y en avoir une petite poignée qui n'est pas très contente de ce qui se passe. Mais malgré toutes les difficultés auxquelles ils font face, parce qu'il faut croire que travailler face aux citoyens à longueur de journée, dans des conditions le plus souvent difficiles, c'est pas évident. Donc ils sont sous contrainte, mais ils acceptent très bien leur mission. J'ai eu à discuter avec des travailleurs, des employés d'Algérie Poste qui font des heures supplémentaires sans être payés, sans qu'on le leur demande, qui travaillent les week-ends, qui travaillent les soirs quand c'est une période de fête, au mois de Ramadan par exemple. Et honnêtement, j'ai vu le contenu du courrier dont on a parlé dans la presse, qui était adressé par certaines personnes à la direction d'Algérie Poste. Il y a une liste de revendications qui sont pour la plupart complètement... Mais ces personnes sont les syndicats, les représentants Oui, des ce syndicats. sont les syndicats, mais les revendications que j'ai eu l'occasion de voir ne sont pas les revendications des travailleurs d'Algérie Poste. Il y en a peut-être une qui est légitime. Ils demandent à ce que certaines dispositions de la convention collective soient mises en œuvre. Mais ce point-là, on l'a discuté avec le syndicat, avec le partenaire social, avec beaucoup d'employés, il y a très longtemps, il y a plusieurs mois, et on est en train de mettre en œuvre. C'est notamment concernant les échelons, les positionnements, l'évolution horizontale et verticale dans les grades. Ça se réalise de proche en proche, tout le monde est content. Par contre, il y a d'autres revendications qui sont là comme un cheveu dans la soupe. On parle de l'obligation de... Alors, si je me rappelle bien, c'est l'obligation de recrutement des enfants des travailleurs de la Poste. Au moins 10%, c'est ça. Au moins 20%, pardon. Oui, sauf que... Non, les 20%, c'est l'intégration de l'emploi de jeunes, des DIP. Et ça, c'est également, c'est 25%. Et la Direction générale d'Algérie Poste y travaille. Mais demander à ce que les enfants des travailleurs de la Poste soient préférentiellement recrutés, c'est une revendication anticonstitutionnelle. On est dans un pays où le droit de l'égalité aux chances est consacré. Aucun ancrage juridique ne permet de prioriser les enfants des travailleurs du secteur. De grandes entreprises comme la Sonatrach, je crois, le font. Je pense que trouver un ancrage juridique à cela serait extrêmement difficile, voire impossible. En tout cas, il n'y en a pas. Le seul cas particulier pour le travail en Algérie, c'est les enfants des Chouhada. Et je crois qu'on n'en est plus là, on est en 2016. Les enfants des travailleurs de la Poste, je les encourage à faire des études et à venir travailler à suivre le système de la méritocratie. Et je pense qu'ils ont toutes leurs chances de réussir parce qu'ils auraient grandi dans le secteur et ils pourraient mériter ces postes. Est-ce que les instructions que vous essayez de faire passer parfois par le biais de la direction générale au niveau de la Poste, est-ce qu'elles sont toujours sujettes à... C'est difficile de faire passer des instructions dans ce type d'établissement. J'en veux pour preuve
là, il y a quelques années, on avait essayé de changer la forme un peu des établissements postaux. On avait changé les enseignes et on avait même prévu de nouveaux habits, des vêtements pour le personnel de la Poste, en tout cas ceux qui étaient en front office. Alors, depuis, ils ont tous jeté, ou laissé au placard la chemise et la veste. Alors, pourquoi? Et pourquoi on a abandonné? Non, et ce n'est pas difficile de faire passer des instructions au niveau d'Algérie Post. Au début, peut-être, effectivement, il y avait un malaise grandissant parce que la situation des bureaux de poste se dégradait. Les travailleurs ne voyaient pas trop comment ça sera leur avenir. On leur parlait de plan social, de possibilités de licenciement. Mais en fait, là, je pense qu'après, pendant quelques mois, on a vu la situation d'Algérie Post se redresser. Il y a une conviction générale qu'on va vers l'amélioration. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'ouvertures de bureaux de poste, il y a de l'investissement. On est passé quand même d'une situation où Algérie Post était quasiment déficitaire. Là, on commence à faire un résultat positif. Nous avons informatisé les bureaux de poste. On arrivera à 100% d'informatisation à la fin du premier semestre de cette année, c'est-à-dire au mois de juin. Je crois que là, l'ensemble des travailleurs ont la conviction qu'il suffit de suivre et la situation d'Algérie Post rattrapera prochainement celle d'Algérie Télécom, de Mobilis, des autres entreprises du secteur et redeviendra une entreprise qui crée de la richesse malgré que ce soit une entreprise de service public. J'espère qu'on fera beaucoup mieux avec l'avènement des nouvelles technologies au sein d'Algérie Post, notamment le paiement électronique. Mais par rapport à la question de la tenue, il faut croire que pendant plus de 5 ans, peut-être même un peu plus, Algérie Post a fait face à de grosses difficultés financières. On va pas. C'est vrai que ça serait bien si tous les travailleurs d'Algérie Post avaient la tenue. Ça fait joli, ça fait organisé, ça fait discipliné. Mais je ne pense pas que ça soit une priorité quand on pense à ce que la priorité, c'est redresser la situation, c'est informatiser, c'est changer le système d'information de la Poste. La priorité également, c'est d'améliorer les conditions de travail. Je ne vois pas la direction d'Algérie Post investir dans les tenues alors qu'il faut déjà climatiser les bureaux de poste. Il y a des priorités. Alors il ne fallait pas se lancer dans ces priorités, parce que là, on a l'impression de voir un recul de la part de la direction. Les impressions sont souvent trompeuses, mais je vous assure qu'au sein d'Algérie Post, aujourd'hui, tout le monde a la conviction que ça va beaucoup mieux. Et je pense que faites un radio-trottoir, vous verrez que les gens sont beaucoup plus satisfaits. Je discute souvent avec eux. Pour en revenir aux revendications des syndicats, alors vous dites certaines sont légitimes, d'autres moins. Est-ce qu'il y aurait, pour vous, ce serait matière à manipulation, ce genre de réaction? J'ai pas eu à... J'ai souvent reçu le représentant des travailleurs, mais depuis ce dernier... Ça fait 2 jours. 2 jours. J'ai appris il y a 2 jours qu'il y a eu une rencontre, apparemment une assemblée générale. Je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas vous dire plus. Il faudrait que je les voie quand on discutera. Ouverte. Certainement, à tout moment. On vous a vu réagir avec véhémence en ce qui concerne les vols de colis dans les centres de transit. Alors on ne vole plus à la Poste? Je pense que le message était passé. C'était une façon de leur dire faites attention, vous êtes surveillés. Je crois que le message est passé. Là, aujourd'hui, on est passé à des choses beaucoup plus sérieuses, c'est-à-dire l'optimisation du réseau. Parce que c'est vrai que le citoyen, son premier souci, c'est on a ouvert mon colis. Mais c'est quand même, c'est pas systématique. Y compris votre courrier? Oui, effectivement. Mais malgré les apparences, vous savez, il suffit d'ouvrir un colis pour qu'on ait l'impression que les milliers de colis qui transitent ne sont pas sécurisés. Ce n'est pas le cas. C'était un signal fort, mais en réalité, le problème est ailleurs. Le problème, c'est qu'on a fonctionné longtemps avec une infrastructure des années 80, avec un volume de travail des années 2000, et ce n'est pas normal. Là, on est en train de revoir le système d'indexation des colis, l'organisation du trafic, les moyens de transport. Pour optimiser, il vaut mieux utiliser les moyens du ministère du Transport, c'est-à-dire les taxis, les bus, les trains, les avions, plutôt que d'investir dans un nouveau parc automobile qui viendra densifier encore plus nos rues, si on pourra. Et optimiser le réseau de transport des colis, je crois que ça résoudra le problème définitivement. Et ça sera même une source de richesse, parce que si on en parlera, je suis sûre, si on va au commerce électronique, là c'est un énorme marché qui s'ouvrira à Algérie Post pour des revenus. Exact. Et quand on dit revenus, on dit de l'argent. Et avec de l'argent, on recrute mieux, on équipe mieux, et certainement le résultat sera de mieux en mieux. À condition d'être bien organisé et bien ordonné. Certainement. Alors on va changer de secteur, de sous-secteur. Et donc on va aller vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On va parler tout de suite de la 4G, dont l'avènement est attendu pour bientôt. Et d'ailleurs à ce propos, je voudrais écouter
un spécialiste de la question qui va intervenir. C'est un jeune entrepreneur. Écoutons-le sur le sujet de la 4G. Madame la ministre, bonsoir. Roslan Bencharif, consultant en nouvelles technologies internationales et directeur général de la société MPS spécialisée dans la géolocalisation. Nous entendons parler depuis un certain temps du lancement prochain de la 4G mobile, qui devrait être lancée en fin d'année ici en Algérie, et du report constant de l'e-payment. Ne pensez-vous pas que les priorités sont inversées? Ne devrions-nous pas d'abord commencer par le e-payment qui permettrait la création d'une économie numérique locale, puis passer à la 4G qui permettrait éventuellement l'accès à des applications qui seraient de plus en plus complexes avec le temps. Ceci en sachant également que l'Algérie entre en phase aujourd'hui d'austérité et que le déploiement de la 4G nécessite des fonds colossaux qui seront de toutes les façons payés par les opérateurs à travers nos réserves de change qui s'amenuisent jour après jour. La France, qui est 4,5 fois plus petite que l'Algérie, a coûté, pour l'opérateur qui a déployé la 4G, et pour qui ça a coûté le moins cher, ça a coûté 900 millions d'euros. D'un autre côté, 2 des 3 opérateurs ici en Algérie n'ont pas encore terminé le déploiement de la 3G mobile ici en Algérie. Donc, est-ce que nous ne sommes pas en train de mettre un petit peu la charrue devant les bœufs? La seconde question, c'est que nous entendons souvent parler de l'intérêt qu'a le gouvernement pour justement les sociétés algériennes. Il nous demande de nous montrer, sauf que nous ne connaissons pas de procédure, où il ne nous est pas indiqué à qui est-ce qu'on doit s'adresser pour pouvoir justement exposer ces problématiques que nous rencontrons aujourd'hui tous les jours et sur lesquelles nous comptons justement sur vous et sur le gouvernement algérien pour nous aider à améliorer justement notre quotidien et nous permettre d'être plus performants, que ce soit sur le marché local ou éventuellement, Inch'Allah, pourquoi pas, sur le marché international. Je vous remercie. Merci à vous, Roslan Bencharif, pour votre interpellation. Madame la ministre, je voudrais qu'on écoute, avant que vous répondiez à cette interpellation, une seconde interpellation, celle de Sarah Mahchem, qui dirige une entreprise de marketing digital. On va l'écouter. Elle fait une interpellation qui est très voisine. On l'écoute. Alors bonjour, Mahchem Sarah Nadia, cofondatrice de l'agence Oximus spécialisée dans les réseaux sociaux. Alors notre quotidien, c'est Facebook, c'est Twitter et d'autres réseaux qui n'existent pas ici en Algérie. Et donc vous pensez bien que la première problématique, c'est le e-payment. Comment les payer? Et aujourd'hui, on lit l'actualité, on la suit de très près et on en parle tous les jours. Sauf que concrètement, quels sont aujourd'hui les obstacles rencontrés? Et aussi, est-ce qu'on est capable aujourd'hui sur ce plateau de donner une date de lancement? Oui, alors sur ce plateau, je veux bien, mais ce n'est pas moi qui vous donnerai cette date. Peut-être vous, Madame la Ministre. Alors, je réagis là à chaud. C'est vrai, autant cette jeune dame a tout à fait raison, c'est impératif et on est très en retard par rapport à cela. Il va falloir lancer le paiement électronique. Autant je trouve quand même amusant qu'on dise qu'on se trompe de priorité, le e-payment avant la 4G. C'est 2 choses complètement différentes, qui obéissent à 2 règles différentes. Enfin, il s'agit de 2 choses absolument séparées. Il n'y a aucune relation, c'est pas parce qu'on va lancer la 4G qu'on va retarder le e-payment, c'est autre chose. E-payment, là, aujourd'hui, en Algérie, les obstacles que demandait la jeune dame, c'est réglementaire. Le e-payment, c'est payer en ligne, c'est faire agréer par le Conseil de la monnaie et le crédit un moyen de paiement, un instrument de paiement qui est la carte électronique ou le code électronique en ligne, la plateforme de paiement ou le paiement mobile. Ces moyens de paiement, technologiquement, on peut les maîtriser. C'est facile, la technologie, on l'achète quand on ne peut pas se l'approprier. Mais il faut le cadre réglementaire. Il se trouve que la Banque d'Algérie, qui, elle, est censée agréer, valider les moyens de paiement, les instruments de paiement, attend qu'il y ait une loi sur le commerce électronique. Un projet de loi, on attend. Là aujourd'hui, on n'attend rien. Un projet de loi est prêt. Oui. On le déposera très prochainement. Quand je dis très prochainement, dans les jours qui suivent. Et après, bon, il suivra. Là, je ne peux pas donner de date, pas parce que on ne le fait pas, mais parce que ça dépendra de l'acheminement réglementaire, notamment gouvernement, Parlement, Sénat. Et après, ça prendra. Il y a des lois qui passent en un mois, il y a des lois qui prennent beaucoup plus de temps que cela. J'espère que ça passera vite. Ce sera une loi très concise, très simple. Mais le projet de loi est au point. Le projet de loi est au point. D'accord. On le présentera et on passera. Par contre, si vous permettez, j'aimerais bien revenir sur la question de la 4G. Voilà, c'est ce que j'allais vous inviter à faire. Alors, pourquoi la 4G maintenant alors que ça épuise les opérateurs? Je rappelle quand même que
avant qu'on ne parle d'un cahier de charge de la 4G, on était harcelés dans la presse par ces mêmes opérateurs qui disaient « on est prêt, on veut lancer la 4G, laissez-nous le faire ». Donc je ne comprends pas le changement de logique, de 1. Et de 2, si on parle économie, on a été extrêmement prudent avec un cahier de charge qui exige 10% de couverture dans 3 wilayas chaque année pour les opérateurs. S'ils ont les moyens de faire plus, ils peuvent faire 48 wilayas avec 100%. On ne les interdit pas, ils font ce qu'ils veulent, en fonction de leur capacité d'investissement et de leur plan d'investissement, de retour sur investissement. Par contre, pour nous, 10%, c'est le juste milieu entre ni trop peu, ni trop. Parce qu'il faut comprendre, on défend bien les intérêts des opérateurs, mais notre première mission, c'est de défendre les intérêts des citoyens algériens. Je pense qu'on a mis beaucoup de retard avant de s'approprier la 3G. Il ne fallait surtout pas refaire la même chose pour la 4G, surtout que, puisque ces petites entreprises qui veulent développer du contenu, ils auront besoin du très haut débit. Là, aujourd'hui, je crois, en tout cas, je pense que les opérateurs vont opter pour un modèle intégré 3G, 4G, là où, où ils ont intérêt à faire des hotspots en 4G, là où il y a des zones d'activité, des zones industrielles, des zones économiques, là où il y a des agglomérations, ça sera la 4G, là où il n'y en a pas, ça sera la continuité sur la 3G. Je pense que c'est une très bonne façon d'avoir les deux, donc d'aller vers l'avant, être prêt le jour où la 5G sera à l'ordre du jour, mais en même temps de rester dans l'économiquement rentable. Ça, c'est un jeu sur lequel les opérateurs de par le monde excellent. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'ils pourront le faire. Et j'ai discuté avec eux et je crois qu'ils seront au rendez-vous. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais pour bien comprendre, donc on va développer la 4G mobile en même temps qu'on va développer la 4G fixe. Oui. Est-ce que la 4G mobile ne va pas mettre en péril la 4G fixe d'Algérie Télécom? Alors, en fait, c'est assez délicat. L'Internet mobile et l'Internet fixe sont concurrentiels, ça c'est clair. Toutefois, l'Internet mobile a des applications. Vous savez, on veut être connecté partout, pour être connecté, pour parler, pour discuter, pour tweeter, pour acheter, pour suivre ses affaires, pour les applications, pour la monétique. Mais l'Internet fixe, ça permet les applications en ligne qui sont les plus demanderesses en matière de volume de téléchargement, chose qu'on ne peut pas se le permettre sur le mobile, pas uniquement en Algérie, mais partout dans le monde. Donc ils sont concurrentiels sur une toute petite partie du marché, mais pas sur le reste. La 4G fixe, c'est de l'Internet fixe qui a été développé pour les zones inaccessibles aux filaires. Algérie Télécom est censé le déployer dans les montagnes, dans les zones difficiles d'accès par la fibre pour des raisons d'agglomération ou pour des raisons je sais pas, parfois c'est la nature. Par exemple, on va dans des zones comme Bjaya, Tizi Ouzou, là on a des zones vraiment enclavées. On n'arrive pas à ramener les MSAN jusqu'à la porte du client, donc c'est la 4G mobile. Mais ça reste de l'Internet fixe. Ce n'est pas du... C'est quel le MSAN? Le MSAN, c'est la nouvelle technologie qui permet la fibre optique de bout en bout. Mais c'est du filaire. Là, quand on est sur la 4G, c'est des BTS et le client peut prendre son modem et se connecter en Wi-Fi, en quelque part, si je peux vulgariser ça comme ça. Mais ça reste de l'Internet fixe. Ce n'est pas de l'Internet mobile. Donc c'est vraiment la concurrence, elle est sur un segment très très restreint du marché. Et je ne vois pas comment la 4G mobile va concurrencer la 4G fixe. Sur cette vocation d'Algérie Télécom à aller vers les endroits les plus reculés, les plus enclavés, bon, il faut parler d'une chose positive pour Algérie Télécom, une fois n'est pas coutume, c'est ce prix qu'elle va recevoir par l'Union internationale des télécoms à Genève début mai, c'est bien ça? Effectivement, c'est lors du sommet mondial de la société de l'information, le SMSI, c'est le plus grand sommet international sur la société de l'information. Et on met chaque année l'accent sur l'accès à l'information pour tous, la connexion pour tous. Et Algérie Télécom, effectivement, l'Algérie, c'est parmi les pays qui ont fait de l'Internet un service public. C'est-à-dire, ce n'est pas du domaine du commercial, c'est du domaine du droit légitime de tout un chacun. Donc, il y a Algérie Télécom qui déploie son réseau sur le sud. C'est vraiment phénoménal. Vous savez, en 2 ans, 2014-2015, Algérie Télécom a déployé plus de 12 000, presque 13 000 kilomètres. Vous savez que certains pays africains restent enclavés parce qu'ils ont quelques 1000, 2000 kilomètres à déployer. Nous, on est champions sur ça. Et cette année, la nouveauté, enfin en 2015, c'est qu'on est aussi également allé sur le service universel. C'est-à-dire, on se déploie même dans les zones où il y a moins de 1000 habitants par localité. C'est-à-dire là où, économiquement parlant, ce n'est pas rentable du tout. L'État subventionne et on arrive à ramener l'Internet. Certes, ce n'est pas les 8 mégas, mais c'est un minimum de 2 mégas. Alors,
une des réclamations qui se fait le plus véhémente, c'est ce débit insuffisant, ce débit instable. Comment peut-on le régulariser? Et juste avant, j'aimerais que vous me disiez quels sont les investissements qui sont consentis par Algérie Télécom et pour cette mise en place de toutes ces structures, de tout ce câblage. C'est important, c'est très important. Écoutez, pour ne pas revenir sur tous les chiffres annuels, je vous donne un chiffre qu'il faut avoir toujours en tête. 1 kilomètre de fibre optique, c'est 1 million de dinars. Donc, à chaque fois qu'Algérie Télécom déploie 1 kilomètre, c'est 1 million de dinars qu'elle débourse. Et dans la plupart des cas, vu l'étendue du territoire national, c'est de l'investissement qui ne peut être rentabilisé que sur plusieurs années. Autrement dit, on a pris plusieurs défis. Le défi de la qualité et le défi de la quantité. Et il se trouve que l'un joue sur l'autre. Là, dans le sud, on n'est pas encore à 100%. Il y a des endroits qui ne sont pas encore connectés. Qu'on essaye, il y a un plan de couverture par satellite. On va commencer avec ATS, qu'on a déjà commencé les études et ça va se concrétiser. C'est Internet par satellite. Mais en même temps, le défi de la qualité, on va dire, on n'est pas très mauvais, mais on a quand même des problèmes parce que, vous savez, on déploie, après la technologie change, on déploie une autre partie avec une nouvelle technologie et là, c'est pas homogène. Et puis, on a des chantiers, il y a des coupures, on a du vol de câbles. Et on combine tout ça et on trouve un réseau déployé sur des dizaines de milliers de kilomètres, complètement inhomogène, avec la combinaison de plusieurs technologies, de plusieurs problèmes. Qui finance on a ça? des Avec quelles ressources? C'est les ressources de l'État et les ressources propres d'Algérie Télécom. On trouve un peu l'équilibre. Lorsque c'est une zone commercialement rentable, c'est les ressources propres d'Algérie Télécom. Parce qu'elle va, elle va rentrer dans ses frais, rentabiliser et pouvoir continuer à exister, à payer ses salariés et à faire rentrer de l'argent. Quand ce n'est pas rentable, c'est l'État, soit à travers des AP, des autorisations de programme, soit à travers le Fonds du service universel, mais ça c'est très récent, ça a été lancé en décembre 2015. Oui, pourquoi ne pas vous faire, pourquoi ne pas faire assister Algérie Télécom? Bon, je sais que c'est une question que vous évacuez souvent, mais encore une fois, je voudrais revenir sur la privatisation d'Algérie Télécom, ou en tout cas le dégroupage du système de structure d'Algérie Télécom, de manière à faire participer d'autres opérateurs privés pour aller plus vite. Alors, là, vous avez utilisé deux termes complètement différents pour dire la même chose, et c'est complètement faux. Et c'est ce qui fait que l'idée qu'on se fait du privé dans l'Internet fixe est erronée. Vous avez dit privatiser Algérie Télécom, et ensuite vous avez dit dégrouper. C'est deux choses complètement différentes. Je vous donne deux solutions, du tout deux opportunités. De privatiser Algérie Télécom. C'est une entreprise rentable, c'est une entreprise qui représente la souveraineté de l'État sur son réseau. Ça, c'est pas propre à l'Algérie, encore une fois. L'État est toujours souverain sur son réseau de transport. Comme l'État est souverain sur les chemins de fer, comme l'État est souverain sur ses eaux territoriales, ça fait partie de la souveraineté de l'État. Par contre, il y a une partie du réseau qui est le dernier kilomètre, c'est-à-dire depuis l'armoire, qui est le MSAN, jusqu'à la porte du client. Ça peut être privatisé. Enfin, même pas privatisé, on ne va pas le vendre. Ça peut être ouvert à la concurrence. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il se trouve que la déclaration des politiques sectorielles en 2000, qui est prévalue à la loi 2003, avait avancé l'idée du dégroupage. Mais ce n'était pas une obligation de l'opérateur. L'opérateur qui, comme on vient de le dire, fait face sur plusieurs fronts, sur un très large territoire, sur beaucoup d'investissements, une technologie qui avance très vite, trop vite parfois, pour ses moyens, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore jugé utile d'aller sur le dégroupage. Ça, je parle de la vision de l'opérateur économique. C'est une entreprise qui doit rentabiliser ses investissements. Par contre, mais c'est peut-être pas à lui de décider. Absolument. Là, aujourd'hui, on pense, dans le prochain projet de loi qui sera certainement soumis à l'APN, donc ça sera aux représentants du peuple pour trancher, est-ce qu'on en fait une obligation? Et dire que le dernier kilomètre, c'est-à-dire le petit câble là qui entre dans les portes des citoyens. Le petit câble, on peut en faire un câble optique. Oui, et c'est de la fibre optique, bien sûr. Est-ce qu'on permet aux privés de venir investir ce terrain, qui seront certainement des clients d'Algérie Télécom, puisque c'est elle qui ramène la capacité de l'international. Ça, à mon avis, à ma conviction personnelle, ça peut être une voie pour régler la question de la maintenance des petites perturbations du réseau de distribution, qui sont les plus complexes. Et ça permettra à Algérie Télécom de se concentrer sur le réseau de transport, là où
effectivement, il faut faire de gros investissements et je pense qu'elle peut exceller dans ce domaine. Encore une fois, ça relève de la législation et la question sera soulevée devant l'APN très prochainement. Vous savez que ce type d'instabilité, bon, bien sûr, rend la vie difficile aux internautes, aux particuliers, mais également aux industries, mais également... Prenez, par exemple, on veut développer le tourisme. Un hôtelier me disait dernièrement que pour répondre aux réservations en ligne, il faut être réactif. Quand le système ne marche pas, quand le débit n'est pas là, impossible de répondre. Donc il faut attendre. Entre-temps, le client à l'étranger, il a déjà zappé, il est déjà parti sur une autre destination ou une autre réservation. Même chose, dans les chambres d'hôtel, maintenant, quelquefois, ils sont connectés à sur Internet pour diffuser la télévision. Souvent, l'image... Donc vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont... qui embêtent. Effectivement. Écoutez, on a généralement tendance, c'est malheureux, tendance à voir la moitié vide du verre, il faut voir la moitié remplie. Pour l'anecdote, là, dans le même contexte, je regarde parfois les commentaires des internautes en ligne et dans la plupart des cas, je lis « je n'ai pas de connexion » et je me demande bien comment ce commentaire a abouti en ligne. Là, pour vous dire, c'est une aberration quand même. Et effectivement, il faut reconnaître l'existence de problèmes de connexion. Il faut reconnaître que Algérie Télécom a énormément d'efforts à faire pour mieux servir ses clients. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a peut-être 5 ans, on n'en était pas là. Il y a 5 ans, on ne parlait même pas de la connexion des hôtels. On ne parlait pas de ça du tout. Aujourd'hui, on a fait une avancée spectaculaire. Il faut la valoriser. Autrement, Algérie Télécom n'irait pas plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même... Je parle de la Poste parce que je la connais. Il y a 2 ans, les bureaux de poste, on ne parlait pas de leur informatisation parce qu'on ne pouvait pas les connecter en temps réel. Aujourd'hui, tous les bureaux de poste sont connectés. Et c'est quand même quelque chose. Il faut déjà valoriser l'existant pour aller plus loin. Je parle de la Poste parce que c'est la même chose pour les banques. Quand Algérie Télécom n'arrive pas avec la fibre, c'est la 3G. Quand ce n'est pas la 3G, c'est le satellitaire. On arrive à couvrir partout. Les professionnels, ceux qui peuvent payer le prix, qui ont intérêt, parce que c'est de l'investissement pour eux, je crois qu'ils peuvent avoir accès à de très très hauts débits aujourd'hui en Algérie. Peut-être qu'on n'arrive pas encore à le voir, on n'arrive pas encore à le sentir, parce que c'est récent, c'est 2015, 2016, un petit peu vers la fin 2014, on a commencé à avoir le haut débit. Mais je crois qu'au niveau des particuliers, c'est vraiment les perturbations du réseau de distribution qui font qu'on est mécontent. Mais le mécontentement est vraiment minime par rapport à ce qu'il y avait. Je reconnais, il y a des efforts à faire, mais il faut également valoriser ce qui a été fait. Alors on va aller sur un aspect qui lie, justement vous en parliez, la banque au télécom. Et on va écouter un expert financier qui est également, donc qui conseille les entreprises dans leur développement à l'international. On écoute Farid Bournani. Nous souhaitons dans un premier temps développer la carte bancaire, alors que par ailleurs les autres sont en train de dématérialiser la carte bancaire. Et une fois que nous avons un parc carte bancaire conséquent, pour être tout à fait juste, aujourd'hui nous avons 3500 TPE, dont seulement 200 sont actifs. Donc il va falloir augmenter l'activité commerçant, l'activité porteur. Nous avons 1,5 million de cartes de paiement, nous avons 4,5 millions de cartes de retrait et de retrait à vue, donc auprès des DAB ou bien auprès des guichets postaux et bancaires. Et un élément également conséquent à indiquer, les sociétés occidentales ont toujours protégé les consommateurs. En d'autres termes, le peu de fraude qu'il pourrait y avoir sur les cartes de paiement, chaque utilisateur a le droit, parce que protégé par la loi, de demander le remboursement s'il n'est pas à l'origine de la transaction. En Algérie, nous sommes partis du postulat que l'utilisateur n'était pas à protéger, mais on protégeait les commerçants. Or, nous le savons, c'est prouvé, j'ai eu à le dire il y a quelques jours, l'ensemble du parc carte bancaire que nous avons en Algérie est violable. En d'autres termes, le PIN ne sert strictement à rien parce que nous nous sommes dotés d'une technologie qui est un peu obsolète. Merci. Voilà, Madame la Ministre, est-ce que vous voulez réagir à cet aspect? Oui, en fait, il a parlé de pas mal de points. Tout d'abord, il a souligné un peu la fragilité des cartes de paiement. En fait, je crois que tout le monde avait remarqué à un moment donné le manque de cartes postales. Oui. C'est parce qu'effectivement, on s'était dit, avant de réfléchir e-payment, m-payment et tout ça, il faut revoir ce qu'on a. Est-ce que notre système est bien protégé? Et je l'avais dit, peut-être à plusieurs reprises,
protéger le consommateur en ligne est prioritaire à son autorisation à consommer en ligne. Et donc là, Algérie Post a revu, bon, je parle d'Algérie Post, mais les banques font la même chose. D'ailleurs, Algérie Post avec les banques sont tous rassemblés dans le géomonétique. Ils réfléchissent ensemble sur les meilleurs moyens de protéger, de ramener la carte bancaire et la carte postale aux normes internationales, la norme EMV, la plus reconnue aujourd'hui. Et après, il y a les normes des plateformes de paiement en ligne qu'il faut développer, pour s'assurer que toutes les transactions en ligne seront traçables, qu'on pourrait rembourser s'il y a de la fraude, qu'on pourrait détecter quand une carte est fausse, qu'on pourrait éventuellement reconnaître lorsqu'il y a des tentatives de violation de code. Tout ça, c'est des normes techniques qu'il faut mettre à jour avant de passer au paiement en ligne. Mais pas seulement. Il a parlé de la protection du consommateur. Je suis désolée de le contredire. La loi algérienne protège le consommateur. Aucune loi ne protège le commerçant contre le consommateur. Ça n'existe pas. Par contre, s'il parle de commerce électronique, il se trouve qu'on n'a pas encore de loi sur le commerce électronique. Et je peux le rassurer, le projet de loi qui sortira de mon département dans les jours qui suivent ne protège que le consommateur. Et d'ailleurs, il est dédié, dans 80% de ses articles, à la protection du consommateur. Eh bien, je crois que c'est l'occasion est rêvée pour faire parler le président de l'association des consommateurs. Docteur Zebdi Mustafa, président de l'organisation des consommateurs APOS. Madame la ministre, bonsoir. Nous recevons quotidiennement des requêtes des différents secteurs de consommation. Bien évidemment, et malheureusement, le secteur des TIC est le secteur où on a le maximum de requêtes. Je peux donner un chiffre. 70 à 80% des requêtes, c'est sur les TIC. Nous avons eu le plaisir d'avoir une séance de travail avec vous au cours de l'année 2014, où il a été convenu qu'on fasse une conférence nationale avec les experts, avec tous les organismes impliqués dans les TIC, afin de faire une remontée de données, afin d'essayer de trouver des solutions pour un petit peu améliorer le service. Malheureusement, jusqu'à ce jour, cette conférence n'a pas eu lieu. Madame la ministre, vous savez que le consommateur algérien dans le secteur des TIC, il a des droits bafouillés. Et on vous a rapporté le cas de l'itinérance, la portabilité, où un client étranger, quand il vient sur le sol algérien, il a plus de droits. Il peut bénéficier de l'itinérance gratuitement, c'est-à-dire il peut basculer d'un opérateur à un autre gratuitement, alors que nous, Algériens, nous pouvons bénéficier de cet outil technologique. Nous sommes condamnés à être fidèles à un opérateur de téléphonie mobile parce que nous sommes privés d'un droit qui est la portabilité. Nous ne pouvons changer d'opérateur par peur de perdre notre numéro. Ça, c'est des problèmes qui vous ont été rapportés. Il a été convenu de voir la loi sur les TIC, cette loi qui n'a pas encore vu le jour, malheureusement. Ces propositions ont été faites lors de l'époque de M. Ben Hamadi, mais malheureusement, Mme Berdouri a retiré le projet de l'APN. Donc, on est en train d'attendre au moins d'avoir les droits élémentaires, les droits basiques, les droits où le consommateur ou le client algérien puisse bénéficier de ce que bénéficient d'autres abonnés dans d'autres pays. Vous avez condamné le gain supplémentaire de 10 dinars et vous avez évoqué la prise de mesures de sanctions à l'égard de commerçants qui ont cette marge bénéficiaire lors de transfert d'un crédit, lors d'une transaction de ce type. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais ne voyez-vous pas, Madame la Ministre, que certains opérateurs de la téléphonie mobile, eux-mêmes, bénéficient de ce taux supplémentaire lors d'une transaction entre clients eux-mêmes. C'est-à-dire, comme moi, abonné, je donne de mon crédit à un autre abonné, ce rajout de 10 dinars
existe pour certains opérateurs. Ne faut-il pas être plus juste et les aussi sanctionner? Ne voyez-vous pas que la marge bénéficiaire de ces petits commerçants qui font ces transactions, elle est minime? C'est une transaction qui est nulle, presque nulle. C'est pour cela qu'ils ont recours à cette marge bénéficiaire. Je pense qu'il faut s'attaquer beaucoup plus aux opérateurs pour donner l'exemple aux petits commerçants. Voilà, donc un représentant le président de l'association des consommateurs qui défend d'ailleurs un peu également les commerçants. Hein. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Alors, effectivement, on avait eu une séance de travail, je me rappelle très bien, sauf que c'était en 2015, en 2014, je n'en étais pas encore ministre du secteur. Et on a parlé de la portabilité du numéro, on a parlé de l'itinérance nationale. Là, par contre, il mélange deux concepts. Le client étranger, quand il arrive, il paye, parce qu'il paye le roaming. Ce n'est pas gratuit pour lui, ça c'est clair. Pour le client national, pour ce qui est de la portabilité du numéro et de l'itinérance, c'est inscrit dans le projet de loi. Projet de loi qui est maintenant lancé dans les rouages de l'administratif. Donc il arrivera quand il arrivera en suivant la voie habituelle. Il a parlé de l'organisation d'une rencontre, effectivement, je leur ai dit. Il m'avait dit qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient plein d'idées, qui voulaient exprimer dans une conférence où on discutera. Toutefois, je n'ai pas eu un feedback de leur part. Je leur ai dit, vous êtes libre, invitez qui vous voulez, envoyez-moi la liste et je viendrai. Entre-temps, il y a un grand nombre de ces personnes-là dont on en avait parlé, que j'ai reçues personnellement dans mon bureau. Il y en a avec lesquels on a eu des séminaires dans l'auditorium du département. Ailleurs, j'ai été invitée souvent, j'ai discuté avec pas mal de gens. Ma porte n'est jamais fermée, ils peuvent venir à tout moment, ramener leurs invités, je les écouterai avec grand intérêt. Et je vous assure que pour beaucoup, les idées que je ramène dans le secteur, je les trouve chez ces gens-là avec qui je discute. Sur la suppression des 10 dinars. Pour la suppression des 10 dinars, alors là, par contre, il a dit que j'avais affirmé, ou j'avais annoncé que j'allais supprimer. J'ai rien annoncé du tout, je n'en ai jamais parlé. J'ai vu dans la presse, tout comme vous, monsieur, que j'aurais annoncé cela. Je ne l'ai pas fait. Toutefois, s'agissant des flexis, il y a la loi de finances qui a précisé que c'est une transaction. Il y a de l'argent qui transite, il y a des commerçants qui sont de l'argent, les opérateurs et les commerçants, que l'État, en toute souveraineté, les impôts, il devait avoir un regard sur ce qui se vend, parce que c'est l'opérateur, il vend des minutes. Et c'est un chiffre qu'il doit déclarer, et donc que l'État avait un droit de regard. C'est la seule chose qu'on a dit. Et donc les impôts, à eux de voir par quel mécanisme, déclaration, simple déclaration, vérification, c'est à eux de voir quels sont les mécanismes qui leur permettent de regarder. Moi, je n'ai jamais parlé des 10 dinars. Très bien. Et pardon de revenir en arrière et de revenir à la structure et au câblage de fibre optique. Que deviennent, j'ai l'impression qu'ils dorment, il paraît que Sonatrach, la SNTF, Sonelgaz, les autoroutes disposent d'un câblage en fibre optique qui ne sert à rien pour l'instant, ou pratiquement à rien. Il ne sert à rien, non. S'ils le déploient, c'est qu'il leur sert dans leur Il le sert, mais dans une infime utilisation. Ce qu'on appelle la fibre noire. C'est de la fibre qui est là, qui est déployée, mais qui est noire, donc éteinte. Il n'y a pas de lumière dedans, il n'y a pas de data qui transite dedans. Là, on est en train de voir, parce que, vous savez, on ne peut pas tout simplement se les approprier par Algérie Télécom. Ça serait déloyal déjà si on pense à une éventuelle concurrence dans la suite. Il faut trouver des formes de partenariat. Il faut trouver des formes de partenariat, mais également il faut trouver une forme organisationnelle au sein d'Algérie Télécom qui le permet. L'idée maintenant, c'est de filialiser le travail, enfin le métier de transport, parce que ce n'est pas le réseau de distribution, ce n'est pas le réseau d'accès, c'est le réseau de transport, c'est-à-dire c'est les grandes autoroutes d'information interwilaya. Et là, je pense que Algérie Télécom, là, elle doit se préparer pour une restructuration interne, pour que le métier de transport soit séparé du reste et pour qu'il puisse décoller comme un métier indépendant. Et là, on pourrait effectivement récupérer toute la fibre optique qui est sous notre sol et qu'on peut rentabiliser. Là, c'est enregistré, on est dessus, il y a des équipes qui travaillent dessus, ça sera très prochainement l'objet d'une nouvelle activité au sein d'Algérie Télécom. On a parlé d'Algérie Télécom tout à l'heure. En ce qui concerne Mobilis, est-ce qu'on peut partir aussi sur des joint ventures, sur des partenariats ou éventuellement même une privatisation partielle? Privatisation de Mobilis... Pour affronter le monde de la 4G. Honnêtement, Mobilis, cette année, elle reversera de l'argent au trésor public comme dividende. C'est une entreprise qui fait des bénéfices. Algérie Télécom aussi, vous l'avez dit.
Algérie Télécom aussi, c'est une entreprise qui fait des bénéfices, mais pour le moment, elle réinvestit tout son résultat. Mobilis, elle arrive à investir et quand même à participer dans l'économie nationale. Je pense qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas. Privatisation, si on en a besoin, on n'en a pas, donc on n'en parle pas. Par contre, le partenariat technologique, effectivement, ça c'est nécessaire. Vous savez, la technologie avance très vite. On a beau investir dans la formation, dans le transfert technologique, si on n'a pas un partenaire avec lequel échanger au quotidien, on est mal. C'est vraiment très pointu comme technologie. Et là, je crois que la réflexion est lancée, notamment sur le déploiement de la 4G. Mobilis est en train de voir quelles sont ses meilleures options. Multiplier les partenaires, en choisir un et fidéliser. C'est un choix économique, technologique, mais surtout commercial, que les équipes de Mobilis, sur lesquelles ils vont trancher très prochainement. Pour qu'une entreprise soit équilibrée, il faut encore qu'elle ait une direction qui soit affirmée. Aujourd'hui, sa direction est encore intérimaire. Alors, à quand une titularisation ou à quand? Écoutez, diriger une entreprise, ce n'est pas une personne, c'est une équipe. Qu'une personne soit nommée DG, PDG, DG intérim, peu importe. L'équipe dirigeante de Mobilis est stable, elle dirige et elle est performante. Je pense qu'il faut changer un peu les mentalités des gens. Il ne faut pas percevoir l'entreprise ou le département ou le service comme une personne. C'est une équipe. Il est normal aussi de voir dans différentes institutions, dans différentes entreprises, des intérimas ou des intérimaires qui perdurent comme ça. Vous savez, on fait partie quand même des pays où les postes sont les moins intérimaires. Allez aux pays anglo-saxons, vous verrez que c'est des contrats de travail qui peuvent être interrompus à tout moment. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, si vous voyez les modèles qui réussissent le mieux dans le monde, c'est là où le travail n'est pas pérennisé. Donc, on est quand même dans le travail périn, donc il ne faut pas mélanger les principes. Mobilis à la bourse, le Conseil des participations de l'État, présidé par M. Sellel, a décidé que Mobilis devait aller à la bourse. Alors c'est pour quand? Certainement pas cette année. Il faudra d'abord que Mobilis redéfinisse son plan d'investissement des 5 ans en fonction de l'avènement de la 4G qui n'était pas prévu. Après, elle pourra, une fois tout ça assaini, elle pourra aller, elle ira sereinement vers la bourse. Bien, on va essayer de s'extirper un peu de ces discussions un peu tatillonnes. Et dites-moi en quoi votre secteur peut être utile à toute l'économie. Quelle est la vision que vous en avez et comment vous voyez le développement des choses pour les années à venir? Alors, même si vous ne serez peut-être plus là. Ah oui, mais je l'avais dit, ce n'est pas une affaire de personne. Une vision, c'est une affaire d'État. Je pense que les TIC sont primordial pour la nation algérienne pour 3 choses. Tout d'abord, il y a le volet sociétal. Sans TIC, on n'avancera pas. Ni la société ne se développera, parce que c'est le moyen de développer l'éducation, la santé, tout le reste. Les autres secteurs doivent impérativement compter sur les TIC pour se développer. L'agriculture, l'industrie, le tourisme, tous les secteurs ne peuvent pas se développer s'il n'y a pas les TIC. Mais en tant que valeur propre, valeur ajoutée, mais propre au secteur, je pense que là, ce qu'on est en train de faire en Algérie, c'est l'État investit, les opérateurs investissent, on achète des équipements, on déploie des réseaux et on vend de l'Internet, on vend de la data, on vend de la voix aux Algériens. Algériens qui sont eux-mêmes, pour la plupart, payés sur le trésor public ou payés sur ce que génère l'économie nationale. Donc en fait, on investit pour vendre en Algérie, donc on ne génère pas de valeur ajoutée. Je crois fermement que si on veut que ce secteur contribue efficacement, et je suis sûre qu'il contribuera très largement, il faudrait vendre nos produits à l'international. Certainement, il y aura... C'est ce que vous appelez développer l'industrie du contenu. Il y a ça, mais pas uniquement. L'industrie du contenu, là je fais confiance à nos jeunes. Je crois que ce n'est pas une affaire d'investissement de l'État. Il faut de la matière grise, il faut de l'innovation, il faut les petites entreprises. Ça s'est fait partout dans le monde. C'est l'innovation, c'est vraiment l'incubation des idées qui sortent de l'université, qui sortent de chez les génies, je suis sûre qu'il y en a beaucoup en Algérie. Je crois que le gouvernement est en train de mettre en place tous les mécanismes qu'il faut pour les développer, mais il y a autre chose. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de mettre en place l'Orval, la connexion Oran-Valence, et l'Alval, Alger-Valence. Ça va multiplier les capacités qui arrivent en Algérie. Probablement, si on est bon, si on arrive vraiment à investir quand il faut, par 10, peut-être par plus. Parce qu'une fois le câble est là, chaque année, on peut augmenter les capacités. Là, on pourra couvrir la demande nationale, mais on aura du surplus. Oui, mais madame, il faut toujours anticiper. Parce que quand il y aura Oran-Valence et Alger-Valence, ailleurs, il y aura beaucoup plus de choses.
Beaucoup plus de choses. En termes de débit, en termes de... Vous savez, le transfert de données intercontinent, c'est les câbles sous-marins. Il y a pas. Aujourd'hui, il y a le satellite, mais le satellite coûte beaucoup plus cher que le câble. Ça, c'est mondial, c'est international. On ne va pas inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Alors là, aujourd'hui, on aura de la capacité et on est en train de remettre à l'ordre du jour et de finaliser, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie, le fameux projet de la dorsale transsaharienne, c'est-à-dire connecter Alger à l'Afrique. A priori, ce projet est humanitaire parce qu'il y a des pays africains enclavés qui n'ont pas d'accès et qui sont aujourd'hui privés de cette manne technologique qui est l'Internet. On va les aider pour se connecter. C'est le rôle de l'Algérie qu'elle a toujours eu en Afrique, mais également, ça a un aspect, un volet très commercial. Vous savez, si on arrive à vendre des capacités pour l'Afrique sur des câbles terrestres, on va probablement générer, si ce n'est pas la moitié, peut-être un peu le tiers de ce que génèrent les hydrocarbures. C'est un investissement très lucratif. Il y a des entreprises de par le monde qui font des centaines de millions de dollars annuellement, rien qu'en vendant des capacités. Vous savez, la minute ou le méga coûte très cher. Et il y a de plus en plus de demandes. Si l'Algérie retrouve sa position de pilote en Afrique, on va faire beaucoup d'argent avec ça. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut y aller. Très bien. J'ai encore 2 interpellations à vous faire écouter. Je voudrais qu'on écoute la suivante et écoutons Monsieur Omar Weish. Madame la ministre, bonsoir. Ahmed Mehdi Omar Weish, président de Algeria Digital Cluster. Le cluster qui est un groupement d'entreprises, on est une trentaine à peu près. Et parmi nos objectifs, c'est d'être force de proposition et aussi interlocuteur des pouvoirs publics pour la feuille de route de l'établissement d'une économie numérique performante. Ce que nous regrettons, c'est que très souvent, les orientations et la réglementation, nous la subissons plutôt que d'être, on va dire, partenaires et contributeurs. Au jour d'aujourd'hui, nous nous apprêtons à signer une convention cadre avec des partenaires français, en l'occurrence la French Tech, et nous regrettons que ça soit plus facile pour nous d'approcher des administrations ou des entités étrangères que notre ministère de tutelle. Donc, je viens aussi, c'est une question, mais aussi une main tendue pour dire que nous sommes engagés à travailler ensemble pour l'émergence d'une économie numérique performante. Merci, Madame la Ministre. Voilà, Madame la Ministre. Alors, c'est quand même le président du cluster numérique, c'est-à-dire un organisme qui regroupe toute une série d'organismes et d'entreprises qui tournent autour des activités de votre secteur. Et donc, ils se sentent lésés. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou non? Honnêtement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Bourj Bouaririche quand j'y étais avec mes 2 collègues de l'enseignement supérieur et de l'industrie. J'avais apprécié l'idée qu'ils ont créé un noyau autour duquel il y a des réflexions, il y a des gens qui veulent investir, qui veulent faire des choses. Et je leur avais dit de passer me voir, et je les attends. Ils peuvent passer me voir dès demain s'ils veulent. Alors là, je vais vous montrer, on va faire intervenir, c'est un coup de cœur pour moi. Imen Malek, c'est une jeune fille, elle est polytechnicienne, et avec des camarades, ils ont créé une société pour faire quelque chose de très intéressant. On va l'écouter, et quelque chose, je sais, qui vous intéresse beaucoup. Écoutons-la. Bonsoir. Malik Iman, jeune femme entrepreneur. Nous sommes un groupe de jeunes ingénieurs algériens diplômés de l'École nationale polytechnique. Nous avons lancé notre entreprise Sarl AquaSafe, où nous développons des solutions technologiques autour de l'Internet des objets, avec des produits 100% de conception algérien, que ce soit pour le software ou pour le hardware. En effet, Madame la Ministre, lors d'une de vos déclarations dans une émission télévisionniste, où vous avez annoncé que l'Algérie ne sera pas à l'écart par rapport à cette technologie qui est l'Internet 3.0. Et vous avez annoncé aussi qu'il y a la possibilité de coopérer avec d'autres boîtes étrangères à cause du manque dans les capacités algériennes dans ce secteur-là. Ma question est, est-ce que le marché algérien est prêt pour adopter une telle technologie et quelle est la part des startups algériens dans ce secteur-là? Merci.
Voilà donc une inquiétude pour cette jeune entreprise qui veut se verser donc dans la connectivité des objets. Quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est la seule entreprise à le faire en Algérie. Les objets connectés, écoutez, les objets connectés, c'est demain. C'est l'avenir des TIC. Il me semble que j'ai toujours dit que je compte énormément, voire à 100%, sur les jeunes Algériens, sur les petites entreprises. Moi, je crois que l'économie, et notamment l'économie des TIC, ne peut se développer que si elle compte majoritairement sur les petites entreprises. Les grosses boîtes deviennent rapidement des mastodontes et ne peuvent plus innover. Je ne pense pas avoir dit que le marché algérien devrait accueillir des étrangers. Par contre, j'ai parlé de possibilités de coopérer avec des étrangers parce qu'il faut reconnaître qu'en matière d'industrie, on est à la traîne. J'avais dit à plusieurs reprises également que chaque partenaire étranger qui voudrait investir le marché algérien, nous avons une condition sine qua non, investissez industriellement sur notre sol. Venez fabriquer ici. Parce que si on fabrique ici, on permettra à nos jeunes d'apprendre d'être des techniciens. C'est bien le contenu, c'est bien le virtuel, c'est bien d'acheter des objets et de les connecter et de développer le software qui va avec. Mais je crois que c'est également bien de les fabriquer ici. C'est dans ce cadre-là que j'ai parlé de partenariat avec les étrangers. Mais j'ai toujours dit, et je le redis encore, la porte est toujours ouverte pour les jeunes Algériens et ce n'est qu'avec les petites entreprises algériennes qu'on pourra développer l'Internet des objets, mais pas seulement, toute l'économie des TIC. Et réfléchir à demain qui est déjà hier, pour reprendre vos propos. Effectivement. Je voudrais aussi ajouter, avant de nous quitter, vous m'aviez promis de me livrer un scoop. Alors, quel est-il? Effectivement. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé de la vision de s'expatrier, de vendre à l'international les capacités. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on vient de créer Algérie Télécom Europe, une filiale d'Algérie Télécom, dont le siège est à Madrid, à partir d'aujourd'hui. Voilà, et qui va se charger de la vente des capacités dans un premier temps pour les besoins nationaux. Et la vision, c'est d'aller vendre ailleurs et exporter nos produits à l'international. Alors, je sais que vous êtes une fierté de Sidi Bel Abbès et je dois y aller la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je dois y voir, y manger et y écouter? Alors, Bel Abbès, c'est une magnifique petite ville, mais malheureusement, vous allez partir... au mauvais moment? Au mauvais moment, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un très beau projet qu'on est en train de développer à Bel Abbès, c'est le tram. Et comme Bel Abbès est un plateau, je crois que ça va être plus pour des balades touristiques qu'autre chose. Ça sera magnifique, mais là, c'est en chantier. Donc, vous allez voir beaucoup de sable, parce qu'il y a des chantiers. Mais je vous conseille d'aller voir le petit lac qui est juste à la sortie de Sidi Bel Abbès. Vous le verrez de l'autoroute. Il s'appelle Sidi Ben Ali. C'est magnifique. Allez prendre un peu d'ombre là-bas. C'est joli. Qu'est-ce qu'il faut y manger? Couscous. Et qu'est-ce qu'il faut y écouter? Alors là, je laisserai les jeunes de Bel Abbès vous le dire. Moi, je suis un peu plus vieille pour ça. Merci beaucoup. Je voulais terminer avec une note d'humour et vous faire et gagner votre sourire. Merci, Madame la Ministre. Merci J'ai été ravi et bravo pour votre argumentation. Top. Voilà, comme vous avez pu le constater, je crois que vous serez d'accord avec moi, nous avons une ministre qui est déterminée et qui a la tête sur les épaules. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débat d'économie. Merci encore.